Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire, le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire ? Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de celle pour qui la Rome antique n'a pas de secret. Je veux bien évidemment parler de notre experte préférée. Bonjour Noémie. Bonjour. Après des semaines d'absence, nous sommes enfin de retour. Et pour ce premier épisode de 2021, nous vous proposons de commencer l'année tout en gourmandise. Après avoir été experte de la mode en Rome antique, Noémie sera aujourd'hui notre chef étoilé Made in Antiquité. Que mangeaient nos amis les Romains ? Quels étaient leurs plats favoris ? Ne bougez pas, Noémie va tout nous dire sur la gastronomie en Rome antique. Bon, avant toute chose, comment se présenter à un repas ? Alors, sous la royauté, les repas sont simples. Il s'agit essentiellement de bouillie de céréales, voire parfois de la bouillie de farine, ainsi que des fèves, des légumes, du lard et un peu de vin. Alors par contre, le vin est interdit aux femmes et aux jeunes gens. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, les classes les plus favorisées de la société romaine accordent plus d'attention à leurs repas. C'est les débuts des importations de denrées alimentaires et les premières recettes élaborées font leur apparition. Au IIe siècle après Jésus-Christ, cette fois, la gastronomie romaine est à son sommet. Alors aujourd'hui en France, nous avons principalement 3 repas quotidiens que sont le petit déjeuner, le déjeuner, éventuellement le goûter pour les plus gourmands d'entre nous et le dîner. Est-ce qu'on retrouve un schéma d'alimentation similaire en Rome antique ? Donc en Rome antique, effectivement, il y a également 3 repas qui jalonnent la journée romaine, donc les équivalents de nos petits déjeuners, déjeuners et dîners. Avec des guillemets, parce que c'est un peu une simplification, on va rentrer un peu dans les détails. Concernant ce que nous appelons le petit déjeuner, on parle en latin de jentaculum. C'est un repas qui apparaît dès l'époque royale. On y consomme du pain et du fromage. Toutefois, sous l'Empire, le jentaculum tend à disparaître et les Romains se contentent en fait de boire un peu d'eau. En ce qui concerne le déjeuner, sous la Rome royale, il s'appelle la cena. Et à partir de la République, ce repas s'appelle le prandium. C'est un repas qui est pris très rapidement et qui se compose généralement de viande froide et de fruits. Le dîner, maintenant, porte le nom, donc sous la royauté, de vesperna. Et à l'époque de la République, c'est la cena, encore une fois. Il est pris au milieu de l'après-midi et se termine à la tombée de la nuit. C'est le repas le plus copieux de la journée. Et le nombre de convives pour la cena doit être compris entre 3 et 9. Les lits qui sont destinés à recevoir les convives sont installés autour d'une table et la place d'honneur est appelée locus consularis. Et donc la cena comporte 4 services, la gustatio, la prima cena, l'altera cena et la mensae secundae. Avant de manger, les convives quittent leurs chaussures de ville et invoquent les dieux. Ensuite, le repas peut véritablement commencer. L'organisation et les traditions évoluent selon les époques, donc on ne fait pas la même chose sous la République que sous l'Empire, par exemple. Sous la royauté et sous la République, le repas est pris dans l'atrium. Le pater familias, donc le père de famille, mange en position allongée alors que ses convives sont assis. La mère, les enfants et les esclaves mangent à des tables distinctes. Et les jeunes filles ne peuvent pas participer à des repas où sont conviées des personnes mariées. Les femmes mariées, elles, obtiennent le droit d'assister à ce repas, donc à la cena, au 1er siècle avant Jésus-Christ. À partir du 2e siècle avant Jésus-Christ maintenant, donc sous la République, l'habitude de manger couché se développe dans la société aisée, mais cette habitude reste réservée à la cena, donc au dîner, l'équivalent du dîner. Par contre, les gens du peuple mangent toujours assis, et donc sous l'Empire, les jeunes filles peuvent cette fois assister à des repas où prennent part des hommes ou des femmes mariés. Donc pour terminer, à partir de l'Empire, certaines kenae se transforment en véritables banquets. Donc le repas se fait en musique et ces repas sont surveillés. Donc les censeurs vont surveiller les débordements pour tenter de limiter les excès face aux dépenses que certaines familles ont pu faire et qui étaient absolument excessives. Et César va même jusqu'à interdire les plats somptueux et onéreux à son époque. Quels étaient les différents aliments qui composaient les repas des Romains ? De nombreux aliments composent la gastronomie romaine, que ce soit des aliments crus, des aliments cuits ou encore frits. Je vais procéder par catégorie d'aliments et donc on va commencer avec les céréales.
Donc les Romains consomment du blé, de l'épeautre, de l'orge, etc. Les céréales sont véritablement la base de l'alimentation romaine et sont dédiées à toutes les classes sociales. On peut consommer des céréales en bouillie ou encore en faire du pain. Et les Romains d'ailleurs sont des grands consommateurs de pain. C'est un peu ce qui a perduré chez nous aujourd'hui français. Concernant les légumes peuvent être bouillis, en potage, en purée ou encore grillés. On consomme déjà de la laitue en début de repas généralement. Et les Romains consomment également des betteraves, des oignons, des poireaux, des champignons et des légumes verts. Et du côté des légumes secs, ils apprécient particulièrement les fèves, les pois chiches et les lentilles. Pour les fruits, on consomme des fruits frais comme du raisin, des figues, des pêches, des poires, des pommes, mais également des fruits secs, donc des dattes, des noix, des figues séchées, etc. Les viandes sont très diverses. Les Romains sont très friands de viande rôtie, souvent arrosée de miel. Le miel est très souvent utilisé dans la gastronomie romaine, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on consomme comme type de viande ? On consomme de la viande de porc, que ce soit du cochon de lait, du porc salé, des tétines de truie, etc. Du bœuf, du mouton, de l'agneau. On consomme également du gibier, comme du lièvre, du sanglier, du chevreuil, etc. Des volailles qui se déclinent sous toutes les formes, que ce soit le poulet rôti, le coq, les oiseaux d'élevage, mais aussi des oiseaux sauvages, ce qui est peut-être un peu plus étonnant pour nous aujourd'hui, à savoir des grives, des tourterelles sauvages, aussi des faisans et d'autres petits oiseaux. On consomme aussi de la charcuterie, donc du jambon fumé, saucisses, boudin, tripes, etc. Des loirs aussi, ce qui peut aussi paraître un peu surprenant pour nous. Et les Romains connaissaient et dégustaient également du foie gras d'oie, du foie de porc, du foie de scar, donc ce qui est attesté comme étant consommé par l'empereur Vitellius dans les textes d'auteurs antiques. Et aussi tout un tas d'autres choses assez originales si vous avez besoin d'idées pour impressionner vos convives, à savoir des cervelles de faisan et de paon, qui étaient également consommées par l'empereur Vitellius et par l'empereur Élagabal, des langues de flamand ou encore des cervelles, des langues de griffes, de perroquets, de rossignols ou encore d'autruches. Donc tout ça est attesté dans les textes comme étant consommé par des empereurs, hein. C'est pas des inventions. On mange également du poisson dans la Rome antique, donc c'est un plat qui est très présent sur les tables romaines. On consomme les poissons frais ou en salaison. On parle à ce moment-là de salsamentum. Et donc on peut les consommer entiers ou en morceaux, salés ou dans une saumure. Les Romains apprécient particulièrement le rouget, mais aussi certaines espèces qui sont assez rares. Les huîtres et la langouste sont également très appréciées et les escargots sont considérés comme des plats luxueux au même titre que la sardine et l'esturgeon. Et donc pour terminer sur ce petit tour d'horizon, on consomme également d'autres types de produits animaux, donc par exemple des œufs, mais également des produits laitiers, en particulier du lait de brebis ou du lait de chèvre qui provient souvent de l'exploitation familiale s'il y a. Le colostrum est le nom qu'on donne au premier lait de la jeune chèvre et qui est très épais, qu'on apprécie particulièrement sur les tables romaines. On peut également fumer le fromage, avec des guillemets, parce que ça ne correspond pas au fromage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on mange également des gâteaux à base de fromage romain, hein, on s'entend, et de miel. Donc en fait, les Romains avaient quand même une alimentation assez riche et variée. Oui, exactement, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire aujourd'hui. Et j'aimerais pousser le vice jusqu'au bout. Donc tu as évoqué le fait un petit peu plus haut que les femmes n'avaient pas le droit de consommer de vin. Elles étaient notamment exclues des repas, de nombreux repas. Est-ce qu'il y avait aussi des aliments qui leur étaient interdits ou c'est quelque chose que tu n'as pas forcément retrouvé dans tes recherches ? Alors c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de croiser pour le moment, mais effectivement c'est un sujet qu'on pourra traiter et qu'on pourra aborder dans un prochain épisode consacré au rôle de la femme dans la société romaine. Restez connectés, donc ce sera le sujet d'un autre épisode. Alors, quels épices et condiments les Romains utilisaient-ils pour assaisonner ces plats assez variés ? Alors, les plats romains peuvent être accompagnés de tout un tas d'épices et de condiments. Donc, concernant les herbes aromatiques, on utilise de l'aneth, du cumin, de la coriandre ou encore des graines de pavot.
On utilise aussi beaucoup de sauces dans la cuisine romaine qu'on prépare à partir de poivre, de vinaigre, de vin ou encore de miel, donc comme j'en parlais tout à l'heure. Les fritures, elles, sont réalisées avec de l'huile d'olive et les aliments peuvent être cuits ou frits directement dans les sauces en fait. Donc que ce soit du vin mélangé à du garum seul, un mélange d'huile ou encore d'huile, de miel et de garum. Alors, j'ai utilisé le mot garum à moult reprises. Qu'est-ce que le garum ? Le garum, en fait, c'est un mélange qui est réalisé à partir de sang et d'entrailles de poisson macérés. Et on peut le comparer gustativement au nuoc mam vietnamien, que vous avez peut-être déjà goûté dans des restaurants vietnamiens, par exemple. Le garum le plus répandu est réalisé à partir d'entrailles de thon, mais on peut utiliser en fait différents poissons, que ce soit des maquereaux, quasiment toutes les espèces de poissons finalement, donc des murènes, des anguilles, voire même des coquillages comme les huîtres par exemple. Ce qui se rapproche donc vraiment du nuoc mam qui est réalisé à partir d'huîtres aujourd'hui. Il est fabriqué de manière que l'on pourrait qualifier d'industrielle, soit donc dans des grands bassins exposés au soleil pendant plusieurs mois, soit en étant chauffés dans des grands chaudrons. Et effectivement, ces bassins, dits bassins à saumure, sont attestés par des fouilles archéologiques, que ce soit au Maroc, en Espagne ou même en Armorique. Et l'alex désigne le résidu du garum, qui va donner un mélange un peu moins gustatif et moins qualitatif, et qu'on peut qualifier en fait de garum des pauvres et des esclaves. Passons à présent aux choses sérieuses. Que buvait-on en mangeant ? Alors, il me semble que les Romains consommaient du vin, et tu nous l'as précisé en introduction, mais est-ce qu'ils en buvaient à chaque repas et surtout quel genre de vin buvaient-ils ? Est-ce qu'on pouvait leur envier notre Saint-Émilion, par exemple ? Alors, les Romains buvaient effectivement beaucoup de vin. De là à leur envier notre Saint-Émilion, je dirais non, puisqu'en fait, le vin romain n'est pas le vin comme on l'entend aujourd'hui en bon français consommateur de vin. Les Romains boivent en fait essentiellement du vinaigre qui est un vin non aromatisé et du vin épais qu'on va couper avec de l'eau. Donc quelque chose qui est un véritable sacrilège pour nous aujourd'hui. Et consommer le vin pur en fait est consommé comme une pratique de barbare, donc de non civilisé si on reprend l'étymologie du mot barbare. Donc aujourd'hui, on serait des barbares pour nos amis les Romains. Les vins les plus appréciés proviennent de Capoue, de Pompéi ou encore de Falerne. Donc comme on l'a précisé tout à l'heure, les femmes n'avaient pas le droit de boire du vin fermenté. Et le vin est effectivement consommé à chaque repas, comme tu le précisais, enfin comme tu le supposais. Les vins sont très divers, hein, on en connaît de nombreuses sortes aujourd'hui qui sont attestées par des écrits. Pour faire un petit tour d'horizon, le Passum est un vin de raisin séché qui est l'équivalent de nos vins de paille actuels, hein, pour donner un point de comparaison, et qui est probablement originaire du Jura. Donc le Mulsum, cette fois, c'est un vin mielé qui est notamment décrit par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Et il s'agit en fait d'un vin agrémenté de miel avec des plantes et des épices. Et c'est un vin de fête qu'on sert souvent en gustatio. La gustatio, on va la comparer grosso modo à notre apéritif aujourd'hui. La sapa est un vin cuit obtenu par réduction à la cuisson du mou. Et le defrutum est également un autre vin cuit obtenu par réduction aussi donc, de ce mou, mais qui donne un résultat gustativement un peu différent. Le carenum, quant à lui, est un vin plus doux et liquoreux, qui est pour sa part décrit par un auteur qui s'appelle Palladius. Et ce vin est obtenu en faisant fermenter des raisins qui sont très mûrs avec des plantes, des coings et du defrutum. Donc le defrutum est un jus de raisin très concentré, en fait, qu'on a obtenu par ébullition. La Turriculae est un vin sec décrit par Lucius Columel, qui écrit beaucoup sur la gastronomie en général. Et donc au cours de sa vinification, on y ajoute de l'eau de mer, du fenugrec et du defrutum, donc à nouveau ce jus de raisin très concentré. Et donc pour terminer, le Vinum Picatum est un vin poissé, et Pline l'Ancien cite notamment le poissé viennois comme une production de qualité. Et poissé, qu'est-ce que ça veut dire ? Poissé en fait vient de pois, qui est la matière qui servait à enduire le bouchon des contenants, donc pour adoucir le goût du vin et assurer l'étanchéité de la fermeture du contenant finalement.
Un autre type de boisson est la posca. Et donc, qu'est-ce que la posca ? C'est une boisson qui est consommée par les légionnaires romains et qui, pour sa part, est un mélange de vinaigre et d'eau. Si les esclaves peuvent boire de la posca, ils reçoivent parfois aussi une boisson encore inférieure, comme la lora par exemple, qui est décrite par Caton et qui est produite en passant de l'eau sur le marc issu du pressurage, donc un peu les restes de la production de vin finalement. Voilà, et donc à côté de tous ces vins différents, les Romains consommaient également une sorte de sirop qui est composé de fleurs de sureau, de menthe poivrée et de thym. Alors aujourd'hui, quand on veut réaliser un plat, on peut trouver pléthore d'idées de recettes sur Internet. Alors même si les Romains n'avaient pas de smartphone, soyons clairs là-dessus, est-ce qu'il existait déjà des écrits sur les étapes de fabrication d'un plat ? Alors effectivement, plusieurs auteurs antiques nous renseignent sur la cuisine romaine par le biais de traités d'agronomie notamment. Ces traités d'agronomie sont appelés en général des Re Rustica, et donc je peux citer comme exemple donc Caton l'Ancien pour le 3e siècle avant Jésus-Christ, Varron pour le 1er siècle avant Jésus-Christ, notre cher Columelle qu'on a déjà croisé tout à l'heure pour le 1er siècle après Jésus-Christ, ou encore Palladius pour le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc ce sont des sujets qui traversent un peu les siècles. D'autres informations plus partielles sont également données sur la cuisine romaine par des auteurs comme Martial, Ovide ou encore Pline. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Marcus Gavius Apicius, le cuisinier officiel de l'empereur Tibère, va rédiger la première version de son De Re Coquinaria, qui est un ouvrage compilant des recettes de cuisine, donc qui servait à la table de son empereur. Le contenu de cet ouvrage est continuellement retouché et enrichi jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, et c'est aujourd'hui la source la plus complète sur la cuisine raffinée romaine que l'on connaît, parce que effectivement cette cuisine qui servait à la table impériale est réservée aux plus riches. Cet ouvrage est découpé en 11 volumes et contient environ 500 recettes, donc c'est quand même assez conséquent pour nous aujourd'hui. Toutefois, Apicius n'a jamais donné de recettes complètes de A à Z, comme ce qu'on suit nous aujourd'hui dans nos livres de recettes, ce qui rend le plat plutôt infaisable par nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il manque les proportions, les quantités ou encore les durées de cuisson. Et donc une équipe de chercheurs du CNRS a travaillé à reconstituer les recettes en les adaptant aux matières premières dont nous disposons aujourd'hui et en restituant les informations manquantes, donc pour s'approcher au plus près de ce que pouvait cuisiner Apicius en fait, mais avec les moyens dont nous disposons actuellement. Et donc pour vous donner un exemple de plat, donc les lentilles au fond de cardon que Apicius appelle lenticula ex fondulis sive fondilis. Donc je vais vous citer la traduction française qui a été donnée de sa recette. Effeuiller les artichauts pour prendre les fonds et cuire à l'eau bouillante salée, mettre les lentilles à cuire dans de l'eau froide, ajouter le verre du poireau et la coriandre émincée, poursuivre la cuisson à feu doux à couvert, dans une petite casserole mettre le miel à blondir, donc à nouveau l'emploi du miel pour assaisonner, piler le poivre, la graine de coriandre, le cumin, la menthe sèche et le pouliot. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'assaisonnement qui entre en jeu dans les plats romains. Lorsque le miel est prêt, déglacer au vinaigre, ajouter le garum et le défritum, réduire les fonds d'artichaut en purée et incorporer le tout aux lentilles. Avant de servir, ajouter l'huile d'olive et saupoudrer de poivre, servir chaud en accompagnement d'une volaille par exemple. Donc voilà un exemple de contenu des recettes qui sont livrées par Apicius. Au niveau des desserts, je vais également vous citer un petit exemple. Donc la patina de poire, se procurer 1 kg de poires, les éplucher et en faire 2 petits dés, placer les poires dans une casserole avec un demi-verre de vin doux comme du muscat, rajouter 4 cuillères à soupe de miel, 1 de garum et 2 de cumin en poudre. Poivrer le tout et cuire jusqu'à ce que les poires soient tendres, ensuite laisser tiédir un instant et mélanger le tout avec 6 œufs. Et donc là, on a la version donc adaptée par le CNRS puisqu'on nous donne des indications de cuisson plus précises, mais donc verser l'ensemble dans un plat beurré et mettre au four à 220 degrés environ pendant 40 minutes. Donc cette recette de patina a été déclinée d'ailleurs par Apicius avec des pommes et des prunes, donc c'est
un équivalent de gâteau ou de tarte en fait. Et donc ces recettes qui sont adaptées, vous voyez que là on avait des indications pour la cuisson qui n'existent pas à l'origine dans la recette romaine. Il existe une version traduite de l'œuvre d'Apicius qui a été publiée aux éditions des Belles Lettres, mais il existe aussi de nombreuses recettes adaptées pour nos placards de cuisine actuels qui sont disponibles sur internet, donc gratuitement. Si vous tapez recettes Apicius romaine, vous trouverez tout un panel d'adaptations de recettes romaines. Donc si l'envie vous prend d'expérimenter la cuisine romaine, n'hésitez pas. Ça réserve de bonnes surprises et c'est généralement très bon. En tout cas, tu as réussi à nous mettre l'eau à la bouche. On enregistre cet épisode juste avant le déjeuner et je peux vous dire que ça me donne bien faim, toutes ces petites recettes. Oui, on a le ventre qui grouille. J'avais juste une petite question pour agir par rapport à ces recettes. Alors, à qui étaient destinées ces recettes constituées par Apicius ? Alors, c'est un peu la question qui se pose parce que Apicius n'a pas écrit clairement pourquoi il écrivait ces recettes. Je peux émettre quelques hypothèses, mais qui me sont personnelles. Donc, peut-être que d'autres spécialistes en sauront plus que moi sur la question, mais peut-être que c'est dans une volonté de garder une trace des plats qui sont proposés à l'empereur et pour, je sais pas, par exemple, un cuisinier qui viendrait à le remplacer par la suite, ou donc garder une trace de ces plats, et ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi il manque des informations comme des durées de cuisson ou des ingrédients. Peut-être que c'est vraiment une histoire de garder une trace pour ses successeurs ou pour les personnes qui travaillent avec lui et qui connaissent déjà. Mais comme je dis, c'est une hypothèse qui m'est personnelle. Et pour conclure cet épisode sur une thématique actuelle, est-ce qu'il existait déjà des réflexions autour de la non-consommation de viande, voire de produits d'origine animale, parce qu'on a vu qu'ils consommaient largement des animaux terrestres et marins. Est-ce que c'est une idée qui avait déjà émergé à cette période-là ? Alors effectivement, contrairement à ce que l'on serait tenté de croire aujourd'hui, le végétarisme ne date pas du siècle dernier. Donc en Grèce, déjà au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc avant l'époque dont nous parlons dans cet épisode, Pythagore énonce une philosophie selon laquelle la croyance en la réincarnation interdit en fait de consommer des chairs animales, puisque ces dernières peuvent être celles des hommes réincarnés en d'autres formes de vie finalement. La consommation de fèves, donc qui sont liées au monde des morts, est également proscrite dans cette philosophie pythagoricienne. Et d'autres penseurs grecs dans sa suite, comme par exemple Empédocle, se tiennent éloignés de la consommation de viande aussi. À l'époque romaine maintenant, la pensée pythagoricienne demeure assez vive et présente. Sous l'Empire, plusieurs auteurs vont rappeler ces préceptes, donc comme Jamblique, Plutarque ou encore Porphyre. Et donc Plutarque, qui écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, va notamment composer un traité consacré à cette question de la consommation de la viande. Son traité s'intitule « Sur l'usage des viandes ». Donc je vais vous citer un petit extrait pour que vous fassiez une idée de sa pensée. Vous me demandez pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair de bête, mais moi je vous demande avec étonnement quel motif, ou plutôt quel courage, eut celui qui le premier approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui toucha de ses lèvres les membres sanglants d'une bête expirante, qui fit servir sur sa table des corps morts et des cadavres, et dévora des membres qui, le moment d'auparavant, bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment ses yeux purent-ils soutenir l'aspect d'un meurtre ? Donc vous voyez que ce sont des propos qui sont quand même assez forts, mais en fait, plutôt que de défendre vraiment la pratique du végétarisme, comme ce que feraient des végétariens aujourd'hui, Plutarque s'interroge plutôt sur la nécessité et la morale en fait de cette consommation de la viande, et il reconnaît par ailleurs dans son texte qu'il est en fait assez difficile de s'en abstenir totalement. Donc le dramaturge et philosophe Sénèque va lui aussi pratiquer le végétarisme depuis son adolescence d'ailleurs, mais il y renonce par la suite de peur de paraître superstitieux, donc ce qui nous montre quand même que jusqu'à un certain point cette pratique n'est pas forcément acceptée socialement par tous. Et pour terminer, le véganisme n'existe pas à l'époque romaine. C'est en fait un mode de vie qui a été forgé au XXe siècle, donc qui est vraiment récent
pour cet aspect-là. Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie de poursuivre votre voyage dans la gastronomie romaine, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura réjoui vos papilles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À bientôt Noémie. À bientôt. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien et surtout mangez 5 fruits et légumes par jour. À bientôt sur C'est quoi cette histoire ?